moi, je suis très, très heureuse d'ouvrir ce débat sur le rôle de l'Union dans le Grand Moyen-Orient à partir d'un exposé très clair, très précis, très construit et qui a, à mes yeux, l'immense mérite de mettre un peu de lisibilité, non seulement dans cet Orient compliqué, mais aussi dans cette Union de plus en plus illisible et incompréhensible. Et donc, là, vraiment, je crois que votre conférence était tout à fait exceptionnelle à ce titre-là. Moi, premier point, j'ai été très intéressée par votre vision de la complémentarité entre les deux zones. Je crois que, effectivement, sur le plan énergétique, sur le plan géographique, bien sûr, sur le plan humain, sur le plan financier, l'aide au développement, etc., les occasions de complémentarité sont phénoménales. Et je trouve que c'est bien de le rappeler à une époque où on a plutôt tendance à parler du clash des civilisations, des religions, des cultures, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est bien d'insister là-dessus. Et effectivement, dans un monde un peu virtuel, si on ajoutait le demi-milliard d'Européens et le demi-milliard d'habitants de la zone du Grand Moyen-Orient, ça pourrait faire vraiment, si on s'entendait, une puissance tout à fait colossale. Donc ça, c'est un point important. Malheureusement, moi, j'ai un regard, je crois, beaucoup plus noir que le vôtre, beaucoup plus critique. Je trouve que, et d'ailleurs d'autant plus critique qu'il y a ces atouts virtuels qui ne sont pas exploités, mais pour nous dire en une phrase, je trouve que le rôle de l'Union européenne au Moyen-Orient est totalement nul, que c'est même un scandale par rapport à tous les atouts, les virtualités que l'on avait, et Louis me connaît pour mettre un peu d'animation dans le débat, et je trouve que l'histoire de cette implication de l'Europe dans le Moyen-Orient, c'est juste l'histoire d'un échec désastreux des deux côtés. Alors, donc je pense qu'on a une différence de regard qui se complète très bien, mais j'ai trois autres points et à partir desquels j'aimerais aussi vous interroger. Le premier point, c'est sur le bilan. Donc là, je partage votre analyse. Le bilan est faible, le bilan diplomatique est faible, pratiquement inexistant, sauf sur le cas de l'Iran que vous avez à juste titre mentionné. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour ça que je crois que le ressentiment que l'on peut avoir aujourd'hui à l'égard de l'Europe est d'autant plus grand. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand on regarde l'histoire de l'implication, alors on n'a pas eu le temps de faire l'historique, mais quand on regarde l'histoire de l'implication de l'Europe sur le Moyen-Orient, les Européens ont été plusieurs fois très créatifs, très inventifs sur le plan diplomatique, presque géniaux parfois. Le meilleur exemple, c'est le conflit israélo-palestinien. Ce sont les Européens qui, en 1973, donc, ont les premiers utilisé, à l'époque nous étions 6, pardon. Ce sont les Européens qui ont utilisé les premiers l'expression les droits légitimes du peuple palestinien, qui à l'époque a fait bondir les Américains et les Israéliens, mais qui est devenu aujourd'hui la vulgate d'un éventuel processus de paix. Ce sont surtout les Européens au Conseil européen de Venise en 80, là on était 9, c'était Giscard et Schmitt, qui ont fait cette déclaration disant que la seule solution au conflit israélo-palestinien, c'était 2 peuples, 2 États dans des frontières sûres et reconnues, et l'OLP devait être partie prenante de la négociation. Ce qui, à l'époque, était un acte de courage, de différenciation par rapport à la diplomatie américaine qui était tout à fait considérable. Et les Américains ont été très furieux, les Israéliens aussi, mais les Européens, donc là c'est un exemple pour montrer que les Européens ont su parfois, non pas agir, parce qu'on n'avait pas les moyens d'agir en 80, et encore moins en 73, mais en tout cas dire, proposer quelque chose qui s'est avéré être la seule solution aujourd'hui retenue par la communauté internationale. Il y a d'autres exemples comme ça où les Européens ont été bons sur la scène moyen-orientale. Par exemple, la notion dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont on se gargarise même au service diplomatique européen, qui est la notion d'approche globale. Cette idée que les Européens ont été les premiers à défendre que la solution militaire ne suffit pas, qu'il ne peut pas y avoir de solution purement militaire aux crises et en particulier aux crises du Moyen-Orient. Ce sont les Européens qui ont asséné ça aux Américains. Les Américains ont mis un temps très long. Ils ont attendu la guerre en Irak 2004, la suite de la guerre en Irak, pour intégrer cette notion globale dans leur propre doctrine de sécurité. Mais ce sont les Européens qui ont inventé ça et ils l'ont appliqué au Moyen-Orient immédiatement. Qu'est-ce que c'était Barcelone ? Le processus de Barcelone, c'était l'idée qu'il fallait ajouter le Maghreb au Moyen-Orient pour ne pas s'enfermer dans un discours, dans un conflit israélo-palestinien. Et ensuite,
l'Union pour la Méditerranée, c'était de dire il faut non seulement avoir des relations bilatérales avec ces pays, mais il faut les obliger à avoir des relations bilatérales entre eux. L'Union de la Méditerranée, ce qu'il y avait de très fort, c'était l'idée de dire si on oblige par exemple l'Algérie et le Maroc à faire une autoroute ou à coopérer sur la dépollution de la Méditerranée, on fait un acte politique majeur. Donc les Européens ont été parfois, je vais vite, mais il y a plein d'autres exemples dans le passé lointain, ont été parfois efficaces, courageux, imaginatifs sur les crises importantes du Moyen-Orient. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Moi, je date la fin de l'imagination diplomatique des Européens, de la guerre en Irak, de l'extrême division qui a eu lieu en 2003 entre nous, et qui depuis a fait que les Européens ont d'une certaine façon laissé tomber et laissé les Américains se débrouiller avec cette zone. Mais donc ça, c'était mon premier plan. Le bilan aujourd'hui est extrêmement négatif, et là je suis d'accord avec vous, enfin il est nul tout simplement, les Européens sont absents de tout, sauf sur l'Iran, et là vous avez eu absolument raison de dire que l'Iran, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est une grande victoire de la diplomatie européenne que les Européens se sont fait voler complètement. Il n'y a pas un journal qui a titré sur le fait que ce sont les Européens qui ont été à l'origine du deal avec les Iraniens et que depuis 2003, ce sont les Européens qui portent cette négociation. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais avec Javier Solana quand on a inventé le package EU3, c'était la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et Solana. C'était l'idée d'un paquet que l'on offrirait aux Iraniens, qu'on ne pouvait pas simplement en faire une affaire purement nucléaire, purement stratégique comme le voulaient les Américains. Il fallait mettre le commerce, l'économie, l'humain de façon à les réintégrer dans la région. Ce sont les Européens qui ont inventé ça et on l'a porté pendant 11 ans au nom des Nations Unies, puisque c'est le haut représentant qui représentait la communauté internationale. Donc c'est un très grand succès dont on s'est laissé complètement déposséder. Même Mme Mogherini, ni Mme Ashton, ni Mme Mogherini ne revendiquent ça, et c'est tout à fait déplorable. Et donc ma première question, c'est pourquoi a-t-on été si bon sur l'Iran et pourquoi est-on si mauvais sur d'autres dossiers? Qu'est-ce qui fait que sur l'Iran, il y a eu une espèce d'étincelle européenne qui a marché? C'est-à-dire on a réussi à convaincre les Américains et les Russes de nous suivre. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est sur les causes de ces échecs. Là, vous avez été effectivement très précis sur le différentiel entre ce que fait la Commission, ce que font les États membres, sur le différentiel de nos investissements étrangers dans le voisinage. Mais il y a aussi des raisons, je crois, plus profondes, peut-être plus historiques. Il y a effectivement des raisons historiques. C'est-à-dire que les Allemands ne peuvent pas aller trop loin dans la critique d'Israël. Les Anglais et les pays d'Europe centrale et orientale ne peuvent pas aller trop loin dans la critique des États-Unis, parce que voilà, c'est l'histoire qui compte. Et nous, on ne peut pas aller trop loin ni dans l'allégeance ni la critique, donc on essaye de maintenir une voie indépendante, comme on dit, autonome mais solidaire. Mais donc il y a des racines historiques profondes sur des conflits comme cela qui s'expriment et qui interdisent d'avoir une position commune, parce que, vous l'avez dit, on a été divisé profondément sur l'Irak en 2003, profondément sur la Libye en 2011, les Allemands n'ont pas voulu suivre les Français et les Britanniques, profondément sur la Syrie en 2013, mais quand on dit l'Union européenne, ce n'est pas l'Union européenne qui est incapable, ce sont les États membres. Les États membres sont divisés, donc il ne se passe rien, puisqu'il faut il faut la règle de l'unanimité pour décider quelque chose. Donc si un État n'est pas d'accord, il ne se passe rien. Il y avait un vieux diplomate français, enfin je dis vieux parce qu'il a pris sa retraite depuis longtemps, mais Louis, tu as dû le connaître, qui était Philippe Guéluy, il y a une époque révolue, qui était directeur des affaires stratégiques et qui me disait, mais ma pauvre Nicole, à l'époque j'étais jeune rédactrice au Quai d'Orsay, elle me disait, mais ma pauvre Nicole, 12 fois 0 égale 0. Si vous mettez 12 politiques étrangères européennes ensemble, 12 fois 0 égale 0. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, il y en a toujours un qui n'est pas d'accord et donc il ne se passe rien. Mais les divisions historiques, les divisions politiques et ce fonctionnement de l'Union fait que, ça je crois que c'est une des grandes raisons de l'échec, enfin de l'impuissance. La deuxième raison, c'est et là j'aimerais vous interroger là-dessus, ce que Hubert Védrine a appelé dans la conférence ici qu'il a faite au début du cycle, ce qu'il a appelé l'idéologie bisounours de l'Union européenne, cette idée que
comme l'Union européenne a été faite pour éradiquer les rapports de force entre les Européens, en particulier entre la France et l'Allemagne, elle est incapable de penser le rapport de force à l'extérieur. Et que donc, cette idée qu'on remplace par le commerce, l'argent, et donc le commerce adoucit les mœurs, la politique européenne de voisinage, entre parenthèses, est pour moi l'échec le plus flagrant de l'Europe depuis les 10 dernières années. Donc cette idéologie un peu idéaliste, je crois, joue aussi dans la difficulté pour l'Europe d'appréhender la guerre, les violences réelles qui sont à sa porte. D'où, et troisième difficulté, je crois, troisième raison de ces échecs, c'est la démission des Européens collective devant la diplomatie américaine. Là, je crois que le choix, il est clair, il est net. Depuis 2003, les Européens ont décidé d'agir en complément de la diplomatie américaine ou de ne pas agir du tout. C'est-à-dire, quand l'Amérique n'y va pas, on ne dit rien. Quand l'Amérique y va, on dit la même chose. Et là, sur les printemps arabes, moi j'avais fait à l'époque une étude très précise des déclarations de l'Union européenne sur le printemps arabe. On attendait toujours la première déclaration d'Obama pour ensuite emprunter, faire un grand discours. Madame Ashton le faisait, mais toujours après les déclarations d'Obama. Et ce syndrome américain, je crois, explique en grande partie l'absence de l'Europe sur le Moyen-Orient. Alors la deuxième question, les Américains, comme vous l'avez dit vous-même, changent, sont de moins en moins présents. Et donc, que va-t-il se passer si depuis 20 ans on se cache derrière les États-Unis pour ne rien faire au Moyen-Orient? Que va-t-on faire si les Américains eux-mêmes ne veulent plus rien faire? Et donc ça, je crois que pour l'avenir de la politique étrangère de l'Union européenne, le facteur américain, la variable américaine, est un élément important. Et dernier point, parce que vous en avez peu parlé, mais je crois qu'il faut aborder quand même cette question, parce que c'est la question d'avenir, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour l'Europe, qui est ce que j'appelle le prix de l'impuissance, l'effet boomerang. C'est-à-dire, à force d'être absent, on reprend en pleine figure les conséquences de ces conflits non résolus. Et ce que découvre l'Union européenne aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une bonne idée d'être absente de la zone du Moyen-Orient, parce que de toute façon, nous sommes les premières victimes des conséquences, des effets en retour de ces conflits, qu'il s'agisse des réfugiés ou du terrorisme. Pour les réfugiés, je regardais, là, la Commission a sorti un chiffre, je ne sais pas du tout où elle le prend, la Commission a sorti un chiffre disant qu'elle attend pour 2017 3 millions de réfugiés supplémentaires d'ici 2017. Je ne sais pas d'où ça vient, mais si c'est vrai, on peut voir à quel point le fait d'être absent au Moyen-Orient se retourne contre nous, puisque de toute façon, ce sont chez nous que viennent ces réfugiés, et les chiffres sont 80% des réfugiés arrivés en 2015 viennent du Moyen-Orient, essentiellement de Syrie et d'Afghanistan. Et donc, là, l'effet boomerang, il est évident. Pour le terrorisme, pareil. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme chez nous? C'est la conséquence intérieure de conflits non résolus à l'extérieur. Et donc, si on s'était peut-être un tout petit peu plus inquiété de résoudre des conflits à l'extérieur, et en particulier d'empêcher la montée de Daesh, peut-être qu'on aurait moins de terrorisme à l'intérieur. Et donc ça, je crois que c'est un effet très important pour l'avenir. Et c'est ma dernière question. Est-ce que l'Union européenne, face à ces deux questions intérieures, qui sont les réfugiés et les terroristes, ne va pas être obligée de s'occuper de politiques extérieures, en particulier dans les zones qui sont à l'origine de ces deux problèmes, c'est-à-dire la zone du Moyen-Orient? Alors, ma première réponse, c'est waouh, parce que c'est... Je vous remercie sans vous remercier de m'avoir posé ces questions redoutables. Alors, donc je vais essayer de m'accrocher aux branches. Donc, en fait, on est dans un problème. Alors, c'est vrai que l'Union européenne a souvent des bonnes idées, et quand il faut passer derrière à l'application, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et la politique européenne de voisinage, c'est un début de commencement d'ébauche de quelque chose qui a été suivi de peu d'effets, d'autant plus qu'elle est critiquée par les pays qui sont éligibles à cette politique de voisinage. Ils se disent, ils voient bien que... Alors là, on a pris conscience de cette insuffisance et elle est en voie de réforme. Et peut-être qu'à l'initiative de Mme Mogherini, va se passer quelque chose. Je pense que la question fondamentale, c'est quand l'Union européenne sortira de, évidemment, son cadre intellectuel idéaliste,
est ce qu'on appelle néo-fonctionnaliste et qu'elle acceptera d'avoir une lecture réaliste des relations internationales qui postule que les relations internationales, ce sont des jeux à somme nulle, que c'est une forme de jungle, que c'est la loi du plus fort qui prévaut dans beaucoup de cas. Hein. Voilà. Et donc, pour l'instant, et si on postule cette vision des relations internationales, encore après, faut-il se donner les moyens de jouer un rôle dans ces relations internationales. Et dans un contexte réaliste et dans une lecture réaliste des relations internationales, on ne joue un rôle que si on accepte éventuellement l'usage de la force. Et l'Union européenne rejette par principe l'usage de la force dans les relations internationales. On peut dire qu'on peut l'interpréter de deux manières. Soit elle le rejette, je dirais, de façon très sincère. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, parce que vous avez cité Javier Solana, il a joué un rôle éminent à l'OTAN, dont on ne peut pas dire qu'elle rejette l'usage de la force. Et d'un autre côté, donc, on peut aussi dire que l'Union européenne rejette en tant qu'institution l'usage de la force, mais les États membres peuvent éventuellement en faire usage, et c'est ce qui est fait en Afrique, c'est ce qui est fait dans d'autres parties du monde, et on peut l'interpréter comme une forme de complémentarité. Il n'empêche que, vous l'avez bien dit, et ça fait écho à ce que j'utilisais comme expression dans ma présentation, je parlais de doctrine de politique étrangère. On a à l'heure actuelle, c'est vrai, 28 doctrines de politique étrangère. Alors il y a une chose qui a marché, qui marche dans la politique étrangère de l'Union européenne, si tant est qu'on puisse parler de politique étrangère, on parle d'action extérieure, c'est pas pour rien, ce sont les Balkans occidentaux. Là, les États-Unis ont fait le ménage, hein, on a fait des bombardements, on a donc fait les accords de Dayton, mais qui a fait le travail après les accords de Dayton? Qui fait le travail? C'est l'Union européenne. Et on voit bien d'ailleurs, quand on regarde la géographie de l'aide au développement de l'Union européenne, très clairement, le paquet est mis sur les Balkans occidentaux. Et il y a des efforts avec des missions permanentes présentes sur le terrain pour aider à la réforme, etc. Mais ça marche d'autant mieux que ces pays ne sont pas éligibles à la politique de voisinage, ils sont liés à l'Union européenne par d'autres accords, mais ça marche d'autant mieux que ces pays ont une perspective d'adhésion à l'Union européenne. Quand un pays a une perspective d'adhésion, évidemment, c'est une forme de carotte qui peut inciter à mettre en œuvre des réformes. Aujourd'hui, et même demain, tout le monde sait que déjà pour la Turquie, c'est compliqué. Pour la Jordanie, le Liban, la Syrie, il n'y a aucune perspective d'adhésion et l'Union européenne est incapable de proposer des dispositifs, évidemment, qui soient attrayants pour les pays de la région. Alors il y a beaucoup de livres remarquables qui ont été écrits sur cette question des doctrines de politique étrangère. Et j'en citerai un simplement il y a vos travaux, il y en a d'autres, mais il y a le travail d'un géographe, c'est Michel Fouché. Il a écrit un livre qui est très intéressant, qui est remarquable. J'encourage tous les étudiants à lire, c'est La bataille des cartes. Et dans La bataille des cartes, il donne une représentation cartographique des doctrines de politique étrangère. C'est tout à fait intéressant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la partie dédiée à la doctrine de politique étrangère de l'Union européenne est réduite à la portion congrue. Hein. C'est ce que vous disiez, il n'y a pas de doctrine de politique étrangère. Voilà, donc là, on peut dire tout ça pour répondre à la fois à votre deuxième et à votre troisième question. Hein. Alors, vous avez cité l'initiative de Barcelone, vous avez cité par ailleurs l'Union pour la Méditerranée. Alors là aussi, ce sont des bonnes idées. Malheureusement, le bilan, il est très faible. L'Union pour la Méditerranée, je ne sais pas combien de personnel ça engage, mais c'est très peu de gens. Et les actions concrètes et le résultat, le bilan tangible, il est extrêmement faible. Il faut dire que le contexte ne se prête pas non plus, hein. C'est vrai, à la mise en œuvre d'actions concrètes. Hein. Quand un pays a comme priorité, prenons l'exemple de la Tunisie, bien qu'elle soit très avancée, quand un pays a comme priorité de pacifier sa situation intérieure, la relation avec l'Union européenne dans le domaine de la réforme institutionnelle, etc., les recettes européennes, l'application des recettes européennes, tout ça passe au second plan. Hein. Donc, évidemment, le contexte ne s'y prête pas en dehors des maladresses de l'Union européenne. Et alors, pourquoi on a été si bon sur l'Iran alors, pour paraphraser le général de Gaulle, moi je suis allé vers Bruxelles compliquée avec des idées simples. Hein, en fait, la boîte à outils européenne est assez complexe. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité, et ça, vous l'avez signalé, entre ce que veut l'Union européenne en tant qu'institution, et à l'époque c'était la communauté européenne, qui peut, même si elle n'a pas de politique étrangère, peut dire des choses, elle peut inciter les pays à adopter des positions communes, ce qui la rend quand même un petit peu plus audible quand même, et quand ça se complète avec l'action
menées en bilatéral ou en multilatéral, mais en bilatéral essentiellement par des États membres, là, la complémentarité peut faire merveille. Il y a d'un côté les principes de Copenhague, il y a le rejet de la force, il y a donc l'idée que l'Union européenne est un smart power qui ne fait pas usage du gros bâton, mais qui sait faire d'autres choses. Et puis il y a aussi un certain nombre de pays membres qui peuvent donc agir en complément de l'action de l'Union européenne avec d'autres outils. Et dans ce cas-là, ça peut marcher. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. C'est que l'Union européenne a proposé une méthode diplomatique, un discours qui était alternatif par rapport à celui des États-Unis. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, évidemment, en donnant une présentation du dossier iranien qui soit globale. Mais je crois que les Iraniens eux-mêmes étaient désespérément en demande aussi de mettre fin à cette situation. C'est-à-dire qu'on voit bien les Iraniens là qui sont en train vraisemblablement de confirmer donc la présidence de M. Rouhani et donc qui renforcent le poids et l'importance des réformateurs donc au sein du gouvernement iranien. Donc il y a incontestablement une rencontre qui s'est opérée entre d'abord une politique américaine, c'est-à-dire que le basculement il a été aussi voulu beaucoup par l'administration Obama, je crois, alors d'abord, il faut le rappeler aussi, quoi qu'on en dise, l'intervention en 2003 a été la meilleure façon pour les États-Unis de conspirer, à refaire de l'Iran une puissance régionale, puisqu'on a matraqué l'Irak. Alors, est-ce que c'était l'objectif ou pas? Je ne mange pas avec George Bush tous les soirs, je suis incapable de le dire. Mais en tout cas, il y avait un discours qui satanisait en quelque sorte, pour paraphraser les mollahs, qui satanisait l'Iran au sein de l'administration américaine. Mais le pays qui assurait l'équilibre des forces de façon très réaliste et cynique face à l'Iran dans la région, c'était l'Irak. L'Irak a commis un certain nombre de maladresses, notamment l'invasion du Koweït, évidemment, c'était malvenu, mais l'Irak a été détruit. C'est un pays aujourd'hui qui est en pleine voie de libanisation, qui n'existe plus, un peu à l'instar de ce qui se passe en Libye, et qui n'est pas en mesure de garantir l'équilibre des forces dans la région, qui n'est plus en mesure en tout cas de le faire. Et tout ça, ça a été fait à l'initiative de l'administration Bush. Et Barack Obama a parachevé en quelque sorte le processus en confirmant, pour d'autres raisons évidemment, mais en confirmant que l'Iran était un acteur régional de premier plan dans la région. Donc il y a eu un basculement qui a été vraisemblablement souhaité par la base, par la population iranienne. Il y a eu un basculement au sein de l'administration gouvernementale iranienne. Il y a eu une volonté manifeste trans-administration de Bush à Obama au sein donc des États-Unis, et il y a une action qui du côté de l'Union européenne a été plutôt, je dirais, audible parce que, en tout cas, homogène. Donc je crois que après je me méfie parce que il n'y a pas très longtemps, un journaliste du Point m'appelle et me dit, c'était 3 semaines avant l'invasion de la Crimée, Yann Richard, pensez-vous que la Russie va envahir la Crimée? J'ai dit jamais. Voilà. Et donc après, on peut toujours donner des raisons intelligentes à ce qui s'est passé. Moi, je peux pas aller très loin. Et je pense qu'il y a la conjonction de ces trois éléments qui a joué un rôle incontestable. En tout cas, je terminerai là-dessus. Je pense qu'on va rester fragile pendant encore longtemps. À moins que l'Union européenne avance de façon très saccadée, lors de moments de crise, on le sait bien. Mais on va rester longtemps en plein milieu là, de ce gué entre ce que j'appelais tout à l'heure, pour paraphraser Jean-Sébastien Bach, l'intergouvernementalisme mal tempéré, et de l'autre côté, le fédéralisme non accepté. Et donc, à partir du moment où on est entre ces deux pôles, on ne choisit ni l'un ni l'autre, et bien, il y a de grandes chances qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose finalement pendant très longtemps. Donc, la seule façon d'être un acteur, c'est de devenir un acteur, c'est-à-dire en termes d'audience, on est visible, on est cohérent, etc., mais d'être homogène en interne. Et pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas. Merci. Je peux revenir sur l'Iran. Vous avez dit beaucoup de choses. Je crois qu'effectivement, dans cette négociation, ce qui est surtout à mettre en valeur, c'est la possibilité des Européens d'obtenir une certaine forme de cohésion entre eux. Après, je dirais quel a été le poids de la diplomatie européenne en tant que telle, ou le poids des divers États, Royaume-Uni et France notamment, comme acteurs nucléaires. On n'imagine pas que s'il n'y avait pas eu ces deux acteurs nucléaires, on ait eu d'ailleurs une quelconque négociation. L'Allemagne non nucléaire n'aurait pas négocié avec l'Iran ni l'Union européenne. Non, moi, ce qui me frappe je ne vais pas faire un résumé de ce qui a été dit, mais c'est que jusqu'à présent, l'Europe était l'incarnation du compromis.
c'est celle qui cherchait à justement être imaginative pour proposer des compromis internationaux. Mais là, elle est victime de compromis qui sont passés sur son dos par d'autres, y compris par ses alliés. Et ça, c'est une situation tout à fait nouvelle, parce qu'une chose est de rechercher la concorde, la négociation, et de ne pas toujours y parvenir. Une autre chose est de voir des accords qui se font sur le dos de l'Europe. Et alors, vous les avez évoqués, tous ces dossiers, la problématique du terrorisme, la problématique évidemment de l'immigration, tout ce que ces déstabilisations et ces conflits causent au pourtour de l'Europe, qui est évidemment confrontée à elle-même et qui paradoxalement a su affronter une logique d'extension et de pourvoyeur de paix dans ses divers élargissements, et aujourd'hui est confrontée face à une menace stratégique ou à une pluralité de menaces ou de risques stratégiques majeurs pour elle, se divise. On évoquait Visegrad. Visegrad est un groupe qui a été constitué pour rentrer dans l'Europe, pour consolider l'Europe à travers l'intégration de l'Est. Et aujourd'hui, Visegrad joue la division de l'Europe. Donc il y a comme ça, on assiste un peu effrayé à une involution des processus et à une importation des problèmes de l'extérieur que nous ne sommes pas capables non seulement de régler, mais de juguler pour nous-mêmes. Alors maintenant, c'est l'heure de la salle, c'est le moment de la salle. Comme toujours, les étudiants en premier, et puis ensuite, ceux qui viennent plus librement assister à ces conférences. Monsieur Cameron. Et ensuite, voilà. Allez-y, c'est vous qui commencez toujours. Alors, je vous laisse la parole. Ça, je ne dérogerai pas à ce qui est devenu maintenant un bon usage. Merci. Bonsoir. Je souhaitais savoir si, selon vous, une Union européenne qui parviendrait à surmonter ces dissensions internes vous paraîtrait-elle pouvoir jouer un rôle plus efficace au Moyen-Orient ? Et si oui, selon vous, quel serait le pays du Moyen-Orient qui serait le plus à même de jouer un rôle d'intermédiaire entre Union européenne et Moyen-Orient au jour d'aujourd'hui ? Vous passez le micro à votre camarade. C'était la même chose ? Bon, alors, non, je prends deux autres questions. Je vais bien la poser quand même. Non, allez-y, posez-la. Donc, pensez-vous que si l'Union européenne parvenait à mettre en place un programme militaire cohérent, elle pourrait enfin devenir un programme militaire cohérent ? Est-ce qu'elle pourrait alors devenir enfin un acteur important au Moyen-Orient et ainsi pallier au retrait américain que vous évoquiez ? Ou alors, est-ce que son échec est trop ancré dans la région et ce qui l'empêcherait alors d'agir au Moyen-Orient ? Merci. Alors, je ne sais pas si mon micro marche, vous m'entendez ? Je vais répondre à la deuxième question pour commencer, mais en paraphrasant Madame Niesotto. Être un acteur militaire cohérent, alors là je ne le vois pas, si vous voulez, je ne le vois pas à court, à moyen terme et long terme, parce que ça suppose plusieurs choses. Ça suppose qu'il y ait un effort d'harmonisation des doctrines militaires. Et ça ne se fait pas comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de la chose militaire, mais les états-majors mettent en œuvre des politiques, alors qu'ils font écho à la stratégie, enfin la doctrine de politique étrangère des pays, mais il y a un certain nombre de savoir-faire, il y a des préférences qui peuvent être exprimées dans les doctrines militaires, etc. Et donc tous les pays européens n'ont pas les mêmes. Il y a aussi derrière, pour être un acteur militaire crédible, un effort, à mon sens, indispensable de consolidation industrielle à l'échelle européenne. Et là, on en est très loin. On a vu qu'il y avait eu une ébauche de quelque chose entre la France, par exemple, et le Royaume-Uni, il n'y a pas très longtemps. Et finalement, on s'était dit, on va fabriquer des sous-marins ensemble, des porte-avions ensemble. Il y aura un effort commun sur la recherche nucléaire militaire. Et on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Je crois même savoir que 2 sous-marins furtifs, un français et un britannique, se sont tamponnés. Donc, ce qui a générer quelques centaines de millions d'euros de réparation, donc en cale sèche. Voilà. Donc c'est dire que les 2 sous-marins étaient tellement furtifs qu'ils ne se sont pas entendus l'un l'autre. Et il pourrait y avoir au moins. C'est l'excellence de la science européenne. Donc c'est ce que disait Madame Niesotto tout à l'heure. On a quand même un savoir-faire incroyable, aussi bien en diplomatie, on a des idées quand même. On ne présente pas l'habileté des diplomates britanniques, on sait qu'ils sont redoutables. La diplomatie française sait faire des grandes choses aussi, et on n'arrive pas à aller plus loin. Voilà, donc l'effort de consolidation industrielle, ça va être quelque chose.
On a vu ce qui s'est passé sur le dossier de l'Eurofighter. La France ne s'est pas engagée. Donc, on s'est engagé dans des programmes communs d'avions de transport de troupes, d'hélicoptères, mais l'Eurofighter, non, et le Rafale, oui. Donc, il y a là quelque chose qui traduit une incapacité à consolider non seulement les doctrines, non seulement au niveau militaire et politique, mais au niveau industriel aussi. Et c'est un préalable, je pense. Mais si ça arrivait, mais comme je le disais en introduction, avec des si, on met Paris en bouteille, mais si ça arrivait, évidemment, l'Union européenne deviendrait un acteur crédible aux yeux d'autres acteurs qui font une lecture réaliste des relations internationales. Aujourd'hui, la dimension régionale des relations avec le Moyen-Orient, elle est assez faible. D'abord parce que le régionalisme au Moyen-Orient est lui-même assez faible. Le Conseil de coopération du Golfe, c'est l'organisation la plus avancée. Il a une vocation un peu sécuritaire et commerciale, mais on ne peut pas dire que ce soit un stade d'intégration régionale très avancé quand même, au regard de ce qui existe dans d'autres régions du monde. Et les pays de la région préfèrent entrer en relation avec les pays européens en bilatéral, plutôt qu'au niveau bruxellois, si vous voulez. Donc, par ailleurs, on avait dit que Lisbonne avait simplifié les choses, le traité de Lisbonne. Mais aujourd'hui, alors je me mets à la place d'un chef d'État qui n'est pas forcément très versé dans les questions européennes. Il se dit, si je veux téléphoner à l'Union européenne, alors je vais paraphraser Nixon, c'est facile. Autrefois, ce n'était pas simple de téléphoner à l'Union européenne. Mais aujourd'hui, vous avez le président de l'Union européenne, vous avez le président en exercice de l'Union européenne qui tourne tous les 6 mois, vous avez le président de l'Eurogroupe, vous avez la chef du service européen d'action extérieure, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais de la Commission, mais qui est vice-présidente de la Commission, vous avez le président de la Commission, et vous avez donc derrière ça aussi tout un nombre d'États européens, et puis vous avez quelqu'un qui joue un rôle politique aussi à sa manière, qui est le président de la BCE. Donc là, si vous voulez, je suis un chef d'État, j'essaye d'entrer en interaction avec l'Union européenne. Pour le dire simple, j'ai les yeux un peu ébouriffés. C'est pas simple de savoir à qui on va s'adresser. Donc il y a là incontestablement des efforts à faire, mais pour être un acteur militaire, ça ne va pas être simple. Je réponds à la première question. L'Union européenne l'Union européenne unie peut-elle être un acteur au Moyen-Orient? Alors d'abord, il faudrait qu'elle soit unie. Quand on dit Union européenne, il y a mensonge sur la marchandise. C'est pas une union, sauf dans certains domaines. Évidemment, c'est un marché unique, mais ce n'est pas vraiment une union. On voit qu'elle a une tendance à se désunir plutôt en ce moment. Et alors, si elle était unie, mais elle serait visible en tant qu'État. Donc si vous construisez, si vous y arrivez, si vous construisez les États-Unis d'Europe, peut-être que oui, ça donnera quelque chose. Mais on peut dire qu'on en est très loin. Et alors quel pays serait l'intermédiaire dans la région? Alors là, si quelqu'un arrive à me dire ce soir, je lui paye une caisse de Dom Pérignon millésimée, parce que évidemment dans la région, vous avez des pays qui sont tellement opposés les uns aux autres. Vous voyez la relation entre pays arabes, entre administration des pays arabes et l'Iran n'est pas bonne. La relation entre la Turquie et les pays arabes n'est pas ce qu'elle a été il n'y a pas si longtemps que ça. Quand M. Davutoglu avait redéployé la diplomatie turque en direction du monde arabe, les effets n'ont pas été suivis, n'ont pas été si grands que ça, bien sûr. Donc il y a des dissensions tellement fortes entre les pays de la région, dans le cadre, entre autres, de ce que j'appelais tout à l'heure, ce complexe conflictuel régional. C'est une notion qui se discute, mais elle est intéressante, c'est un cadre de lecture qui est intéressant que je me demande si un État serait suffisamment légitime, en tout cas perçu comme tel, pour être l'intermédiaire. J'y crois pas une seconde. Oui, de ce que vous avez dit dans votre exposé, que d'une certaine manière vous comprenez là, l'idée que l'Europe pendant longtemps n'a pas voulu voir les intérêts des puissances régionales, parce que ne voulant pas voir ces puissances régionales comme justement pour faire obstacle à des stratégies d'agrégation, de coopération est quelque chose de très juste, et notamment pour le règlement de ces conflits où on voit tant d'implications de puissances régionales. Le deuxième, c'est une bonne nouvelle sur la question de la défense européenne que vous avez posée. Une bonne nouvelle, c'est l'idée qu'il y a un livre blanc sur la défense qui pourrait s'écrire après la rédaction d'un concept stratégique. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez bien que c'est difficile de s'intégrer dans une politique de souveraineté comme est la politique de défense, alors qu'on vit tant de difficultés sur des politiques de souveraineté qui ont été pour partie déléguées, je pense à Schengen, ou qui avaient été même complètement intégrées comme l'euro. Donc tant qu'on n'a pas surmonté ces crises, c'est assez difficile d'aller proposer des choses très innovantes qui impliquent nécessairement un changement d'échelle.
Cela dit, voilà, tout ce qui a été fait en matière de défense européenne a été généralement sur des crises, après la guerre du Kosovo notamment. On peut aussi penser que ces conflits vont avoir, il faut l'espérer, un impact qui se traduira dans la rédaction du concept stratégique ou du livre blanc. On sait bien, par exemple, que dans la rédaction du concept stratégique, aujourd'hui, la question du Brexit fait que forcément, on va très calibrer les mots de façon à ne pas donner d'arguments. Et donc, c'est une période qui est extrêmement difficile, évidemment pour l'Europe qui est fragilisée, qui se fragmente. Alors, je vais prendre d'autres questions. Bonsoir. Allez-y, je vous ai prêt. Merci. Pensez-vous que l'on pourra atteindre une cohésion diplomatique et militaire en Europe si l'Union européenne ne fait pas un pas vers la démocratie? Si on regarde par exemple aux États-Unis ou en Russie, qui sont des fédérations, la direction est donnée par un système démocratique clair où toutes les décisions finalement proviennent indirectement du peuple, ce qui n'est pas le cas dans l'Union européenne. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème des manques de cap viennent de là? Alors, ça, c'est une question énorme qui avait beaucoup agité au moment de ce qu'on avait appelé la Constitution européenne en 2005. Évidemment, alors ça serait pour les fédéralistes. L'idéal serait, par exemple, que les élections européennes ne se déroulent pas sur une base nationale, mais européenne, avec des listes européennes, évidemment. Et puis, pour donner un caractère plus démocratique à l'Europe, ce serait évidemment aussi l'existence, pourquoi pas, d'un président européen, d'un gouvernement européen. Il y a d'ailleurs un certain nombre de personnalités importantes dans l'Union européenne depuis longtemps. En son temps, Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale, disait on a une politique commune, mais on n'a pas de politique. On a une monnaie commune, mais on n'a pas de politique monétaire. Et donc on n'a pas. Et pour avoir une politique monétaire, encore faudrait-il avoir une politique fiscale. On n'a pas de politique fiscale. Et il appelait de ses voeux un début de politique économique européenne. Donc quand on a une monnaie, qu'on n'a pas de politique économique, ça ne veut rien dire. Donc là, on est dans le blocage de ce que j'appelais tout à l'heure ces effets de levier. C'est très bien défini depuis quelques décennies, ces effets de levier, ce spillover effect là, parce qu'on a réussi à mettre en commun au niveau supranational un certain nombre de domaines qui manifestement posaient plus ou moins problème, en tout cas moins que plus jusqu'à maintenant, dans les blocages, la question agricole en France, etc. Donc on voit qu'il y a des effets aujourd'hui qui sont indésirables. Mais on n'a pas réussi à aller au-delà, parce que quand vous allez au-delà, vous allez au cœur du centre, du milieu de la souveraineté des États. Et c'est très compliqué. Et quand vous regardez l'eurobaromètre, ce qui sort de l'eurobaromètre, c'est au sein de la population des États membres aussi une confiance qui décroît vis-à-vis de l'Union européenne. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez au sein des populations des 28 pays membres, ce qui pour les gens apparaît comme les priorités, les 3, 4, 5 grandes priorités pour leur pays et pour l'Union européenne. On voit que d'un pays à l'autre, c'est jamais les mêmes choses. Donc les gens ont une lecture de l'Europe, une lecture du monde et de leur pays dans l'Europe et dans le monde qui n'est pas la même. Donc c'est un problème sans fin. Je terminerai avec la manière dont les administrations, là je suis dans la politique des gouvernants, la manière dont les administrations voient l'Union européenne. Pour le diplomate britannique normal moyen, l'Union européenne, ça doit être avant tout une ère d'échange pour faire du business. C'est une vision qui est en partie partagée par des pays comme la Pologne. La France voit une Union européenne puissante, à condition qu'elle démultiplie la puissance de la France. L'Allemagne voit l'Union européenne comme quelque chose de peut-être plus proche du modèle fédéraliste, du modèle fédéral, et c'est une vision qui n'est pas partagée par la Finlande. N'est pas dans le dispositif. L'Autriche non plus, si je ne m'abuse. Donc en fait, les obstacles sont innombrables. Donc on peut toujours poser la question si, alors effectivement, si l'Union européenne devient les États-Unis d'Europe, je dis oui à toutes vos questions.